Bienvenue à ce deuxième cours du Club virtuel de jardinage de l'ado. Aujourd'hui, on va parler des semis intérieurs. Puis, dans le fond, ça marque le début de la saison. Puis, je suis bien excitée aujourd'hui de commencer parce que c'est un moment à célébrer. Le printemps s'en vient, les chaleurs s'en viennent, ça donne espoir. Alors, aujourd'hui, parce que le cours commence en avril, cette année, on va voir les techniques de semis et les zones de rusticité. Donc, pour l'instant, le mot rusticité, peut-être que ça ne vous dit rien, mais on va voir au cours du prochain rendez-vous aujourd'hui. Puis, on va voir aujourd'hui, c'est le moment idéal pour certaines graines. Ça va être le temps de les semer. Dès avril. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé aujourd'hui avec le cours sur les semis. D'habitude, quand on fait un jardin, on commencerait par planifier le jardin. Donc, qu'est-ce qu'on met où? Qu'est-ce qu'on veut faire pousser cette année? Mais parce qu'on a commencé en avril, on va se consacrer aux semis aujourd'hui. Donc, il y a un temps précis pour semer toute graine. On ne peut pas semer n'importe quoi, n'importe quand. Et puis, par exemple, les tomates, les brocolis, les betteraves, c'est pas tout en même temps qu'on sème ça. Donc, on va voir à l'aide de calendrier, euh, on sème quoi et à quel moment, puis c'est quand le bon moment de les transplanter au jardin. Puis, donc, c'est ça, on va parler des semis intérieurs, puis du matériel nécessaire et optionnel, parce qu'on n'est pas obligé d'investir énormément. Il y a des outils qui sont nécessaires, mais il y en a d'autres qui sont comme un petit plus là, pour se donner d'autres possibilités. Donc aussi, on va parler des avantages et des défis des semis intérieurs. Il y a des points positifs, mais aussi des points un peu plus négatifs. Puis on va voir des petits trucs. Ensuite, on va parler des sachets de graines, donc qui dit semis dit graines. Et puis, on va parler des informations sur ces sachets-là. Vous allez voir, c'est très utile quand on commence à jardiner pour savoir quelle place ça va prendre dans notre jardin. Est-ce que ça va être très gros, très grand? Quel genre de besoin ça a comme plante? Donc, ensuite, on va voir quels sont les semis à faire maintenant. C'est ça que je disais tantôt par rapport aux zones de rusticité. Et puis, on va terminer avec des vidéos. Donc, 3 vidéos pour voir la démarche des semis. Comment est-ce qu'on fait ça? Ensuite, ça va être une vidéo sur la technique pour éclaircir. En ce moment, c'est un mot peut-être mystérieux pour certains, mais on va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Et on va voir une vidéo sur le repiquage. Donc ça aussi, c'est un nouveau mot. Puis j'espère qu'on va pouvoir ressortir aujourd'hui avec un signe pour ce mot-là parce qu'on est toujours en train de développer ensemble un vocabulaire de jardinage. Alors, puis pour les personnes sourdes qui sont présentes, vous êtes les bienvenus de nous donner des propositions. On a besoin de vous. Alors, finalement, on va terminer le cours avec les petits problèmes qu'on peut rencontrer quand on fait nos semis chez soi, puis des trucs pour les éviter, ces problèmes-là. Et puis, on va terminer avec qu'est-ce qu'on fait cette semaine au jardin. Puis, par la suite, on va avoir une période d'échange et de questions. Alors, vous voyez derrière moi ici, il y a la serre. Donc, ça, c'est où on a commencé nos semis en mars. On s'est pris d'avance pour qu'on ait quelque chose à planter quand il va faire beau. Et aussi, les surplus vont être utilisés pour les étudiants, les élèves. Vous, les participants, on va pouvoir vous donner des fines herbes, des poivrons. C'est ça qu'on a en ce moment à cultiver. Puis, il y a des petites tomates qui s'en viennent. Je vous les montrerai sous peu. Alors, on va être prêt à commencer la présentation. Les semis. Donc, on a la possibilité de faire des semis intérieurs ou extérieurs. Les semis extérieurs,
c'est quelque chose qu'on met directement dans le sol, dans un pot dehors, lorsque la saison le permet, là, lorsqu'il fait assez chaud. Mais aussi, on pourrait être surpris, il y a des petits semis qu'on peut faire dehors quand il fait un peu plus froid. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les semis intérieurs. Puis, par exemple, vous voyez dans la présentation, il y a comme des petits plants de poivrons là, que ça a l'air acheté en magasin. Donc, ça, c'est des plants qu'on achète qui ont déjà été semés à l'intérieur en centre jardin. Puis nous, on peut les planter chez nous. Ça peut nous faciliter la vie des fois, mais on va voir aujourd'hui comment les commencer dans la maison. Donc, ça nous donne d'autres opportunités quand on les fait dans la maison. Et on va voir pourquoi. Donc, il y a des avantages à faire les semis à l'intérieur. Puis, il y a par exemple, des raisons économiques. Ça nous permet d'économiser. C'est très amusant à faire. Ça nous permet d'avoir plus de choix de variétés de légumes. Il y a des choses qu'on pourrait trouver en centre-jardin, en plan, mais il y a d'autres choses un peu plus rares ou spéciales qu'on peut se procurer en graines. Puis aujourd'hui, les acheter sur Internet, c'est très facile. On les reçoit à notre porte. Même, on peut les acheter, par exemple, dans un centre-jardin en graines. Ça nous donne plus de choix. Puis, un autre avantage, c'est que ça nous donne un plus grand contrôle sur le temps de culture parce que, bon, c'est pas, tout ne va pas sortir en même temps, hein. Donc, c'est à nous de planifier qu'est-ce qu'on veut mettre quand. Puis, si on sait, ah, ce légume-là, il va apparaître avant, puis ensuite, celui-là, il va apparaître après, ça nous permet de contrôler qu'est-ce qu'on va avoir dans notre jardin, quand, puis quand est-ce qu'on va le manger. Alors, un des derniers avantages, parmi tant d'autres, c'est que ça nous permet un plus grand contrôle sur les intrants et les conditions de culture. Donc, les intrants, ça, c'est des produits apportés à la terre pour améliorer la culture. Donc, on va parler d'engrais, des fertilisants ou peut-être des pesticides. Donc, quand on contrôle les intrants, c'est qu'on sait exactement qu'est-ce qu'il y a dans notre terre. On sait dans quel environnement cette plante-là a poussé, dans quel type de sol. Est-ce que c'est biologique? Donc, on va voir ça tantôt. Commençons premièrement par voir l'avantage économique des semis. Par exemple, on voit ici dans les images qu'on va parler de basilic mauve. C'est peut-être plus rare à voir en épicerie, mais c'est le fun de pouvoir cultiver une variété comme ça. Puis quand on y pense, un plant déjà parti peut coûter presque 4 alors qu'un sac de graines coûte à peu près 3 mais il y a plus de 100 graines à l'intérieur. Donc, même si, par exemple, si on les faisait tous, les 100 graines, et même s'il y a juste la moitié qui réussissent à pousser, on aurait quand même 50 plants pour 3 Alors, on voit vraiment l'avantage économique de les faire soi-même. On a plus de plantes pour presque le même prix. Alors, un autre avantage des semis intérieurs, c'est que c'est très amusant. Donc, pour le plaisir de les voir grandir, la fierté de relever un nouveau défi, d'apprendre de nouvelles choses, puis aussi, c'est un très bon passe-temps à faire seul ou avec la famille. Et puis, ça ajoute la verdure dans la maison parce que, bon, aujourd'hui, je regarde, il fait quand même un peu soleil, mais avril, des fois, ça peut redevenir gris. Donc, c'est plaisant d'avoir des verdures dans la maison. Puis ensuite, on transfère ça au jardin quand il fait beau. Un autre avantage, c'est que ça nous permet plus de choix. Par exemple, vous voyez sur ma présentation des tomates. Il y en a des oranges, des noires, des vertes, des jaunes, des longues, des courtes. Il y a des tomates cerises. Il y a des tomates immenses. Donc, le goût va varier. La taille va varier. Le format aussi. Parfois, ça va être des tout petits plants. Des tomates raisins, par exemple. C'est comme pas plus gros que mon petit doigt. Ça peut être des variétés grimpantes. Très, très, très haute. Ça dépend de quel espace on a à cultiver chez nous.
Donc, c'est toutes des choses auxquelles on peut penser. Puis, quand on les fait nous-mêmes, nos semis, on a fait le choix de, OK, moi, je veux une variété petite, qui ne prend pas beaucoup d'espace parce que j'ai juste un balcon. Alors, ça, c'est un avantage. Puis aussi, on peut trouver des graines qui sont plus résistantes aux maladies. Par exemple, pour éviter des moisissures, il y a des variétés qui sont plus solides contre les moisissures. Alors, peut-être que vous voulez vous donner plus de chance cette année, puis cultiver quelque chose de facile. Alors, de faire nos propres semis, ça nous permet ce choix-là. Puis aussi, on peut trouver des variétés plus rares qui sont difficiles à trouver en épicerie. Et donc, pour un seul type de plant, il y a tellement de variétés. Il y a des cocons grands comme ça, il y a des longs cocons anglais, il y a des petits cocons libanais. Donc, c'est le fun de pouvoir explorer. Et donc, un autre avantage, c'est que ça nous permet de contrôler le temps de culture. Parce que, bon, imaginez un plant qu'on achète en magasin, bien, il a déjà été parti, puis chaque plant a son propre moment de croissance. Ça prend parfois 40 jours ou 70 jours. Donc, le fruit va arriver quand il arrive. Mais si on les commence chez nous, on peut un peu contrôler ça, puis on peut prévoir quand est-ce qu'on va manger. Donc, on peut prévoir plusieurs récoltes au cours de la saison en faisant des successions. Des successions, ça veut dire qu'on aura commencé peut-être à semer dans la première semaine, puis quelques semaines après, à la fin du mois peut-être, on fait un autre semis de cette même graine-là. Puis ça nous permet de faire comme une rotation au jardin. On aura toujours, mettons, des laitues. Il y en a qui sont en train de pousser, puis on est déjà en train d'en manger d'autres. Donc, on ne manque jamais de choses. Alors, par exemple, si vous regardez sur l'image, on voit dans le jardin, il y a comme un carré de potager, puis il y a des petits germes, ensuite il y a des bébés plantes, puis ensuite il y a des plantes un peu plus adultes. Alors, on va être capable de manger plusieurs fois dans la saison parce qu'il y a, bon, les plantes adultes qu'on peut manger, alors qu'il y en a d'autres petites qui sont en train de s'en venir. Donc, ça, c'est un avantage de faire des semis intérieurs. Ça nous permet de contrôler le temps auquel, c'est quand le fruit ou le légume apparaît. Et ensuite, dernier des avantages, c'est qu'on peut contrôler les intrants et les conditions de culture. Donc, parce qu'on a connu la plante depuis le début, on sait exactement comment est-ce qu'elles ont été cultivées. Donc, les intrants, tantôt, on avait dit que c'est tout produit extérieur qui va entrer dans le sol, comme des engrais pour aider à la croissance ou des pesticides. Puis parfois, il y a des pesticides chimiques. Donc, on veut savoir, avant de manger, qu'est-ce qui a été mis dans cette terre-là. Quand on sait exactement comment elles ont été cultivées, on peut savoir quel type de fertilisants ont été utilisés. Est-ce que c'était biologique? Alors, on sait qu'est-ce qu'on mange. C'est le fun quand on veut manger biologique. Puis aussi, on connaît leur vécu. Donc, on sait exactement quelle quantité de lumière ils ont eu. C'est pour ça que c'est bien aussi de noter nos expériences parce qu'on sait, par exemple, qu'est-ce qu'elles ont vécu, ces plantes-là. Donc, elles ont eu tant d'heures de lumière. C'était quoi la fréquence d'arrosage? Puis, de quoi était faite la terre? Ça nous permet de connaître cette plante-là. Puis, la prochaine fois qu'on la sème chez nous, on la connaît profondément. Puis aussi, par exemple, les tomates, on peut récolter les graines d'un fruit puis les conserver pour la saison d'après, pour la prochaine année de culture. Donc, cette plante-là aura déjà été habituée au terrain, au type de terre qu'on avait dans notre jardin, mais aussi à nos habitudes de jardinage à nous. Donc, ça, c'est toutes des choses qui nous rendent de meilleurs jardiniers, puis ça conclut les avantages des semi-intérieurs. Maintenant, on va aller voir les contraintes. Donc,
Malheureusement, ça peut être un peu dispendieux, surtout parce que quand on commence, il y a beaucoup de matériel à acheter. Puis, on peut être limité dans l'espace parce que, bon, nous, on a une grande cuisine, on a plusieurs tables, mais quand on le fait chez soi, des fois, le comptoir, il disparaît, puis on n'a plus d'espace pour faire à manger parce que les plants et les pots sont tout partout dans notre cuisine. Ensuite, c'est un investissement de temps parce que c'est des petites vies, hein, donc il faut leur donner tout ce dont elles ont besoin pour bien pousser. Puis aussi, il y a un niveau de difficulté parfois qui vient avec certaines graines, certaines plantes. On va aller voir ça. Donc, pour l'aspect économique, ça peut devenir un défi, surtout au début, pour le matériel nécessaire ou optionnel. Euh, Plus tard dans le cours, on va parler du matériel, puis je vais vous donner des options. Par exemple, un pot de yogourt que j'ai fait des trous. On va en parler plus tard, mais vous pouvez vous acheter beaucoup de matériel dans un centre jardin, mais il y a des choses souvent qu'on a déjà à la maison. Par exemple, des pots de yogourt au lieu de les mettre au recyclage, ou des plats de take-out. En ce moment, on fait beaucoup de commandes au restaurant qui viennent à notre porte, mais on peut réutiliser ces pots-là. Alors, ça, c'est un bon truc parce que ça peut devenir dispendieux. Chaque année, on va devoir acheter du nouveau terreau pour partir nos semis. Donc, ça, c'est un achat qui revient tout le temps. Et puis, le coût des semis aussi, parce que si on veut semer des graines, on en a besoin des graines. Alors, c'est un investissement la première fois. Pour les années d'après, par contre, il va nous en rester probablement dans le paquet. On n'aura pas fait 100 graines dans une seule saison. Alors, elles sont bonnes encore quelques années. Donc, au début, c'est beaucoup d'argent tout d'un coup, mais ça rentabilise beaucoup. C'est un bel investissement, surtout si vous voulez faire ça plusieurs années. Là. La première année, c'est juste le seul moment que c'est plus dur sur le portefeuille. Puis aussi, tantôt, on va parler du matériel. Est-ce que j'ai besoin de m'acheter une lampe spéciale ou est-ce que mon bord de fenêtre est assez? Ça, c'est au fil d'expérience. Donc, vous avez juste besoin d'essayer une année différentes stratégies, différentes techniques pour voir, bon, je pense que cette année, j'ai besoin de m'acheter une lumière parce que mes tomates n'ont pas fonctionné. Ils ont cherché la lumière. Donc, c'est vraiment essai-erreur parfois. Ensuite, il y a l'investissement de temps. Donc, comme j'ai dit, c'est des petites vies, c'est vraiment comme des petits bébés qui ont besoin de beaucoup de soins. Et puis, alors, il faut souvent être à la maison, il faut souvent vérifier est-ce qu'il y a de la moisissure? Non, OK. Est-ce que c'est bien arrosé? Est-ce que c'est trop sec? Est-ce qu'elles ont tout ce dont elles ont besoin pour pousser? Donc, ils vont avoir besoin des conditions idéales de l'humidité, la chaleur, ensuite le soleil, puis la ventilation. Alors, c'est beaucoup d'efforts, mais ça redonne beaucoup. La nature est très généreuse comme ça. Donc, on va voir un petit peu des trucs tout au long du cours, mais aujourd'hui, je voulais juste vous parler des petits trucs pour réduire l'arrosage. Vous voyez dans l'image, il y a un petit dôme. Ça, c'est quelque chose qu'on peut s'acheter en centre-jardin. Et puis, ça permet de conserver l'humidité sur nos semis qu'on a fait. Donc, ça nous permet de réduire l'arrosage aussi. Puis, il y a un autre truc, c'est de regrouper les plants qui ont les mêmes besoins ensemble. Par exemple, si tu sais qu'il faut que tu fertilises des petits plants de poivrons et de tomates en même temps, juste les mettre ensemble, déjà, ça te rappelle de faire fertiliser ces plantes-là en même temps pour ne pas les oublier. Donc, c'est vraiment en pratiquant puis en essayant qu'on se trouve nos propres stratégies. Autre contrainte, la limite d'espace. Il y a une participante qui m'a dit que malheureusement, ses chats détruisent toujours ses semis. Bien, effectivement, soit il faut les protéger en les mettant en hauteur, ou soit qu'on avoue qu'on est vaincu par nos chats, puis on fait juste des semis extérieurs. Donc, ça dépend vraiment de nos possibilités. L'important, c'est de prévoir beaucoup d'espace pour les petits pots, puis les jeunes plantes qui vont s'en venir, parce que, bon, toutes ces plantes-là ont leur propre espace qu'ils prennent,
imaginez une vingtaine de pots de yogourt sur votre comptoir, ça prend de l'espace. Et surtout, il y a des plants, par exemple, les poivrons ou les tomates. On en sème plusieurs dans un seul pot, puis par la suite, quand ils auront plus de 4 feuilles, là, on les repique, donc on les déménage. Alors, il va falloir encore plus de pots individuels. Donc, oui, malheureusement, c'est vraiment amusant de faire les semis intérieurs, mais ça prend de l'espace. Donc, prévoyez-vous une table ou une étagère pour tous ces pots-là. Dernière contrainte, il y a nécessairement un niveau de difficulté qui vient avec faire nos propres semis. Il y en a des graines qui sont très faciles, on fait juste les mettre sur un terreau, les arroser, les surveiller, puis c'est tout. Mais il y a d'autres graines qui ont des besoins particuliers. Par exemple, la lavande, on a besoin de la mettre au froid pendant quelques semaines avant de pouvoir les semer. Donc, ça se peut que ça ne fonctionne pas nos premières fois. Là, on est en train d'apprendre, c'est normal. Donc, il y a un niveau de difficulté qui vient avec certaines plantes, certaines graines. Donc, un truc pour éviter d'être découragé, la première année, donnez-vous une chance avec des semis directs ou des cultures plus faciles, par exemple en semant des courgettes. C'est plus facile comme culture. Puis, ceux qui sont plus difficiles, comme le romarin, par exemple, ça va être de vous les acheter en centre-jardin déjà parti. Donnez-vous une chance au moins. Donc, je vais regarder l'heure. On est maintenant rendu à parler des informations sur le sachet de semis. Donc, vous voyez ici, on a les Jardins de l'Écoumène, qui est une compagnie québécoise. C'est intéressant de pouvoir voir sur le paquet de semis, elles viennent d'où, nos graines? Est-ce que c'est quelque chose qui vient du Québec, qui est habitué à nos climats? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, qui pourrait avoir de la difficulté à pousser ici parce que c'est pas le bon climat? Donc, les informations sur le sachet de semis ont beaucoup à nous dire. Alors, surtout si on veut encourager des entreprises locales, c'est le fun de savoir, en lisant sur le paquet, que ça vient de chez nous. Encourager aussi la biodiversité d'ici. Donc, quand on voit que c'est quelque chose qui est indigène au Canada, qui vient de ce pays-ci, c'est le fun de l'encourager. Donc, ça dépend quel genre de jardin vous voulez faire. Une autre information intéressante, on va voir la certification biologique. Donc, on sait ce qu'on mange, on sait que ça a été cultivé avec des techniques biologiques. Un bel avantage. On va voir, bien sûr, le nom de l'espèce et la variété. Donc, oui, c'est une citrouille, mais c'est une citrouille algonquin. Donc, elle est faite sur le long. Et ensuite, on voit ici une indication que ce sont des graines patrimoine. Ça veut dire que c'est une graine qui vient d'une autre graine. Et quand vous ouvrez votre citrouille, vous allez avoir des graines à l'intérieur, bien sûr. Puis ces graines-là, vous pouvez les prendre, les conserver pour la saison d'après. C'est ça qu'on dit héritage ou patrimoine. Alors, une autre information très importante, c'est la profondeur du semis. On va le voir ici, là, il y a des petites indications. Si vous avez un paquet de semis devant vous, c'est plus facile de voir de plus près. Mais il y a plein de petites images qui nous indiquent quels sont les besoins de ce plan-là. Alors, commençons par la profondeur du semis. Par exemple, les tomates, c'est vraiment en surface parce que vous ne voulez pas que votre graine se fatigue à sortir puis enfin germiner. Il y a des graines que c'est correct de mettre plus profondément. Ça va y aller avec la taille souvent. Si c'est une très petite graine, c'est en surface. Puis si c'est une graine comme un petit pois, bien, c'est plus gros. Hein? Donc, ça peut aller 2 à 3 fois sa taille en dessous de la terre. Ça peut aller un peu plus creux parce qu'ils ne vont pas gaspiller leur énergie à sortir. Ceux-là, c'est correct. Alors, si on veut un bon taux de germination, c'est ce genre-là d'instruction qu'on doit suivre. Parlant de taux de germination, ici, on voit un petit 100 %.
plusieurs compagnies vont avoir des dessus de paquets qui se ressemblent. Le taux de germination, c'est intéressant à savoir parce que je veux savoir combien de pourcentage de mes graines vont fonctionner. Alors, si on voit 100%, ça veut dire que toutes les graines du paquet, si je les sème, elles fonctionneraient. Ça nous aide à prévoir combien de semis on va faire pour être sûr de vraiment avoir des plants. Par exemple, un taux de pourcentage de germination qui est 50%, bien ça va vouloir dire que je vais devoir semer 2 fois plus pour être sûr du nombre que je veux. Donc, c'est un petit peu mathématique, mais par exemple, ça va être important de savoir pour être sûr qu'on a quelque chose à cultiver. On pourra aller en détail là-dessus si vous avez des questions par la suite. Alors, on a une indication ici de la luminosité. Est-ce que c'est plein soleil? Est-ce que c'est mi-ombre? Donc, pour vraiment aider notre plante à bien pousser, c'est une indication à suivre. Puis ensuite, bien sûr, on voit l'année dans en sachage, pas facile. C'est quand est-ce que ça a été mis en sachet? Alors, est-ce que ce sont de nouvelles graines? Est-ce que ce sont de vieilles graines? Parce que plus le temps passe, moins les graines ont de la vie à l'intérieur. Donc, ça peut être conservé quelques années, mais si elles sont très vieilles, parfois 5 ans, même 2, ça dépend vraiment des graines, ça dépend de quels légumes ou quels fruits. Parfois, ça se peut qu'on les sème, mais il n'y a rien qui sort parce que la graine était vieille. Et puis, on voit ici la température du sol qui est important à savoir, surtout dans quelle zone on est. On va parler des zones tantôt. Mais sur notre paquet de graines, on voit qu'il y a énormément d'informations qui nous permettent de s'assurer que ça va fonctionner. Alors, lisez bien vos sachets de semis. Regardez l'heure, il est 46. On est rendu à parler des zones de rusticité. Et puis, on va voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, puis pourquoi est-ce qu'on doit s'informer là-dessus. Donc, la rusticité, c'est la capacité d'une plante à survivre au froid et selon des conditions hivernales. Donc, il y a des choses qui vont pousser très bien ici à Gatineau, mais qui vont être plus difficiles à faire en quelque part au Québec où il fait plus froid. Donc, c'est important de savoir dans quelle zone est-ce qu'on est. Le Canada est séparé en 10 zones différentes basées sur les températures minimales en hiver, les températures maximales en été. Aussi, la date du dernier gel au printemps et la date approximative du dernier gel à l'automne. Donc, c'est toutes des informations qui nous aident parce que, bon, si on ne sait pas quelles sont les bonnes plantes à faire pousser dans notre climat ici, on peut avoir de la difficulté au jardin. Aussi, ça nous permet, en connaissant la date du dernier et premier gel, on évite d'apporter, admettons, notre plant de tomate dehors, puis là, ça l'a gelé durant la nuit. Donc, on évite ça en connaissant notre zone de rusticité et les dates propres à notre région pour les derniers gels. Ensuite, on va pouvoir connaître la température maximale en été, puis ça va nous permettre de faire de meilleurs choix de culture pour se donner toutes les chances. Non? Alors, Gatineau est dans une zone 4A, 4B, 5A. Dans le Trello, vous allez pouvoir faire d'autres lectures, puis regarder des maps de nos zones et voir quelles zones sont où. Puis Gatineau, c'est 3 climats différents. Donc, il y a du 4A, 4B et 5A. Ça, c'est parce qu'on n'a pas tous les mêmes conditions. Il y a des parties à Gatineau qui ont plus de montagnes, qui sont plus proches de l'eau, qui fait un petit peu plus froid. Donc, ça va varier la facilité et la survie de certaines cultures. Par exemple, l'origan et la ciboulette sont des fines herbes qui sont rustiques ici. Donc, dans notre zone, elles sont rustiques et ça veut dire qu'elles vont survivre à l'hiver, puis on n'a rien besoin de faire à la fin de la saison
elles vont revenir. Donc, elles sont vivaces. Vivace qui veut dire que ça revient d'année en année. Le contraire serait annuel. Et un autre exemple de fines herbes qui ne sont pas rustiques dans notre climat, ça serait le basilic et le romarin. Donc ça, ce sont des fines herbes qui ont besoin d'une zone plus chaude. Puis, elles vont mourir dehors à l'hiver. Donc, l'idéal, ça serait de les faire dans un pot. Puis, bon, à l'été, il fait chaud, c'est correct, ça vit dehors. Mais quand les temps froids reviennent, puis la saison termine, on peut les rentrer à l'intérieur parce que c'est dans un pot. Donc, ça nous facilite la vie. Puis, je vais continuer un petit 5 minutes. Ensuite, on va aller en pause. Puis, on va parler du calendrier à suivre selon notre zone. Alors, je vais aller dans mon Trello juste pour vous montrer des exemples que vous pouvez aller voir aussi dans le Trello des participants. Puis, on a des exemples du Jardin de Julie, qui est une compagnie québécoise aussi, là, et les semences du portage. Puis, on peut voir quand est-ce qu'on part certains semis intérieurs, quand est-ce qu'on les sort au jardin, et c'est quand le moment de faire des semis directs. Donc, toutes des informations importantes. Je vais aller vous montrer. Par exemple, le calendrier du Jardin de Julie. Donc, il est super beau, ce calendrier-là. Il est vraiment clair. On voit, par exemple, les exemples de plantes qu'on veut faire, puis les mois. Donc, on peut y aller visuellement en suivant avec notre doigt, puis voir, ah, OK, en avril, c'est ça que je dois faire. Alors, ça, c'est des calendriers que vous allez pouvoir retrouver dans le Trello. Là, malheureusement, mon ordinateur est quand même assez lent, donc je l'ai... Ah, voilà, il est apparu. Donc, on va rapprocher un petit peu. Et puis, vous pouvez voir, là, on est en avril. Donc, ça nous aide selon notre zone. Hein, on clique sur le calendrier de notre zone. Puis, on peut voir que, bon, en avril, est-ce que c'est le temps de semer les carottes? Non. Est-ce que c'est le temps pour les betteraves? Non. Mais les fines herbes, oui. Alors, tout ce qui est basilic, romarin, c'est encore le temps d'en semer pour que ça sorte au bon moment. Puis, c'est le fun parce que ça nous démontre c'est quand le temps de les faire sortir au jardin. Donc, il y a une petite légende dans le calendrier. On va voir la couleur rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des semis directement extérieurs. Alors, on va aller voir les semis rouges. On voit que les betteraves, au début mai, de bêta-carde, betterave, on peut juste mettre la petite graine dehors déjà. On n'a pas besoin de le faire à l'intérieur. Donc, ce calendrier-là, il est pas mal pratique parce qu'on voit bien en couleur, là, c'est quand le moment de les faire à l'intérieur ou c'est quand on peut juste les faire dehors. J'aime bien. Donc, ça, c'est un exemple de calendrier. Et maintenant, on va aller voir dans le Trello une petite liste de semis que vous pouvez faire à l'intérieur et à l'extérieur pour les 3 prochains mois. Donc, on s'est muni de plusieurs calendriers pour le cours. Et ce calendrier-là que je vais vous montrer bientôt, il est fait pour une zone 4 parce qu'on a du 4A et du 4B ici. Puis, si vous êtes dans une zone 5, vous pouvez juste penser de les faire 2 semaines plus tôt parce que plus c'est froid, plus le chiffre est petit. Donc, 4 étant un plus petit chiffre, ça veut dire que c'est des températures plus froides. Zone 5, le chiffre est plus grand, donc c'est un petit peu moins froid. Là, on peut semer un peu plus tôt. Alors, semer et transplanter un peu plus tôt. Donc, par exemple, le calendrier que je vais vous montrer qui se trouve dans le Trello pour les participants, on va voir que à l'intérieur, au début mai, on peut partir les tournesols et les brocolis parce que plus tard, on va les mettre dehors. Et en même temps, à l'extérieur, au début mai, on peut faire les radis, les pois et les épinards. Donc, on voit que
au même moment, il y a des choses qui se passent en dedans, il y a des choses qui se passent dehors. Ça peut être surprenant, mais oui, même si c'est encore un peu frais, puis le dernier gel n'est pas arrivé, mais on peut commencer des cultures froides. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire ensemble durant le cours. On a déjà parti des petites épinards à l'intérieur, mais on pourrait même en faire dehors, faire une expérience, puis on vous donne des nouvelles là-dessus. Donc, je vais sortir de mon Trello, puis juste vous montrer comment, je vais rentrer dans mon Trello, puis je vais vous montrer comment aller chercher le document dont je parle. Alors, moi, ça, c'est mon Trello d'animatrice, mais votre Trello va ressembler à ça aussi avec des colonnes. Et donc, vous pouvez aller voir la fiche simple. L'étiquette est bleue, puis vous pouvez aller cliquer dessus pour voir les dates de semis et transplantation. La pièce jointe est là. Et donc, bon, là, c'est petit. Mais chez vous, vous pouvez changer la taille et regarder. En avril, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait au début avril. Tomates, cerises de terre. Prochainement, on va faire peut-être du petit taille de printemps. Les choux, ça a été fait la semaine dernière, mi-avril, ça a été fait au début du mois, mais pas la première semaine. Puis je peux tout de suite vous en montrer. On en a qui ont sorti. Ça sort assez vite. Chaque graine a son propre temps. Là. Il y en a qui sont plus lentes à sortir, plus rapides. Mais c'est ça. Vous pouvez consulter cette liste-là pour les 3 premiers mois dans notre climat. Puis, il y a des choses qui vont être plus faciles ou plus difficiles selon votre terrain à vous. Donc, par exemple, si vous avez une clôture dans votre cour, ben, ça protège du vent froid. Donc, ça va changer le microclimat de votre terrain, de vos cultures. Et puis, si vous faites une culture sur le long d'un mur avec des bacs noirs, bien, il va y avoir beaucoup plus de chaleur. Alors, ça va avoir un impact sur vos cultures aussi. Alors, c'est le fun de faire des tests, essayer des choses. Ah, cette année, j'ai essayé un plan proche de mon mur dans un bac noir, mais ils sont morts de chaleur. OK, bien là, on va se pratiquer l'année prochaine. On a appris nos erreurs, puis on va le planter dans un autre endroit l'année d'après. Donc, je prendrai un petit moment pour la pause en ce moment. Puis, au retour, on va parler du matériel nécessaire et obligatoire. Il y en a que vous n'êtes pas obligé d'acheter. Il y a des idées très créatives que vous pouvez vous inspirer de quelques petites choses que je vais vous montrer. Alors, au retour de la pause, on pourra plonger là-dedans. Alors, rapidement, on va parler du matériel nécessaire que vous n'avez pas le choix de vous procurer pour faire vos semis intérieurs. Donc, on va parler de contenants. Donc, des petites caissettes, des choses, oui, que vous aurez achetées en centre-jardin, comme par exemple des microcellules, multicellules comme ça. Nous, on a fait des laitues puis des choux. Ça s'achète dans les centres-jardins, mais aussi il y a des contenants que vous pouvez faire à partir de pots recyclés. Ici, on a fait nos semis de tomates dans un pot de lait avec quelques petits trous au bas pour que l'eau se draine bien. Des pots de yogourt, d'autres pots de ces formats-là. On a même une petite tomate ici qu'on va devoir repiquer plus tard. Alors, la technique du repiquage, on va voir ça plus tard. Bon, des petits plateaux, par exemple. Ça, ici, il y avait des champignons à l'épicerie. On les a mangés, on a gardé. Ça fait un petit plateau comme ça. Quand on arrose, l'eau, elle ne va pas partout sur notre table. Et puis, c'est très pratique. Un arrosoir, un vaporisateur à eau et du terreau pauvre, donc du terreau spécialement pour empotage ou pour semis. Ça, c'est l'achat qu'on doit faire, qui va revenir à chaque année parce que c'est là-dessus qu'on sème nos graines. Ils ont besoin de ça pour grandir. Et donc, bien sûr, des sachets de semences.
Puis, des petites étiquettes très pratiques parce que là, moi, je me suis trompée dans mes poivrons. Donc, j'ai perdu une étiquette. Puis là, mes petits piments, ben, je ne sais plus comment ils s'appellent. Donc, toujours, assurez-vous de bien les identifier pour savoir où vous allez vouloir mettre le plan parce qu'à un moment donné, c'est mélangeant de savoir, de pas savoir, OK, c'est exactement quel plan parce que là, ils se ressemblent. Là, ben, tu voudrais le planter à la bonne place. Ça l'aide de savoir qu'est-ce que c'est. Donc, je vous recommande de faire des petites étiquettes avec un crayon permanent comme un Sharpie. Et puis, nous, souvent, là, tu peux l'acheter au magasin, des petites choses comme ça, des étiquettes, ou même le faire à partir d'un truc recyclé comme les côtés du pot de lait. On a mis des tomates dedans, bien, le restant du pot, on a écrit au marqueur permanent dessus. Et aussi des fertilisants liquides. Nous, c'est la stratégie qu'on a décidé d'utiliser. Quand il y a des petites feuilles, les 2 vraies feuilles sortent, c'est le temps de fertiliser aux 2 semaines. C'est le cas des poivrons, on a de la fertilisation à faire. Donc, nous, on a un engrais comme ça, qui est un fertilisant, pardon, liquide qu'on met sur les feuilles. Donc, 5 millilitres pour 1 litre d'eau dans un vaporisateur. Celui-là, il était aux algues. Celui-là, il sent un peu spécial, mais il fonctionne super pour bien nourrir ta plante et lui donner toutes les chances de réussir. Celui-là, il est fait à partir de poissons. Donc, ça, c'est pour le fertilisant liquide. Puis, c'est le matériel de base pour t'assurer d'avoir une bonne saison et que tes choses poussent bien. Ensuite, on va parler du matériel optionnel, mais fortement recommandé. Des lumières spéciales de culture. Donc, dans l'image ici, on voit qu'il y a des fines herbes en dessous d'une petite lumière. Là. Eh bien, ça s'achète sur Internet, en centre-jardin, différents magasins. Puis même, j'ai appris qu'au IKEA, il y a des petites lumières que c'est facile d'installer dans la cuisine, puis ça ne prend pas beaucoup d'espace. Alors, ça va être important d'avoir des... Sur ta boîte, là, tu peux lire T5HO ou 6500K, ça l'aide à savoir quel genre de lumière tu as besoin. Donc, ça, c'est des chiffres à retrouver sur la lumière que tu achètes. Puis nous, on a des longues lumières qu'on a achetées dans une pépinière. Puis, c'est un matériel qu'on s'est procuré pour être sûr d'avoir des choses à planter pendant le projet. Mais à la maison aussi, là, un bord de fenêtre bien éclairé, ça peut fonctionner. Alors, c'est vraiment de faire le test la première année. Puis si vous voyez que ça ne fonctionne pas, possiblement que vous n'avez pas assez de lumière chez vous et peut-être investir dans une lampe. Mais, tu sais, c'est pas obligatoire. Une autre option possible aussi, ce sont les tapis chauffants, comme vous pouvez voir dans la présentation. Il y a des petits semis là, sur une genre de caissette et ils sont sur un tapis chauffant qu'on branche simplement dans le mur, puis ça donne la température nécessaire pour bien chauffer puis bien partir la germination. Et l'important quand on a un tapis comme ça, c'est de ne pas le mettre au soleil et sur le tapis parce que ça va être trop chaud, puis là, la terre va sécher, puis la pauvre petite plante, elle va avoir de la misère. Donc, les partir sur un tapis chauffant, ça peut aider. Et un ventilateur aussi, c'est recommandé. Mais tu sais, c'est optionnel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'investir dans un ventilateur spécial. Mais si vous en avez un chez vous, par exemple, à l'été, vous aimez ça, avoir un peu d'air frais chez vous, vous pouvez l'utiliser au printemps pour les plants, les semis et les plants. Faites juste pas le diriger tout de suite sur la plante, là, très fort, juste dans l'environnement autour. Comme ça permet une bonne circulation d'air, puis ça évite des problèmes comme la fonte de semis, par exemple, ou des moisissures. On veut que l'air passe. Hein? Donc, ça, c'est tout pour le matériel nécessaire et optionnel. Et maintenant, on serait prêt à parler de la démarche pour les semis intérieurs. Donc, on va avoir un petit 10 minutes pour regarder la vidéo.
J'espère que la présentation du vidéo s'est bien passée pour vous. Toujours, laissez-moi savoir là, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la technologie. Ceci sont les tomates en question qu'on a semées durant la vidéo, dans le petit pot de lait qu'on a réutilisé. Puis, ça a été semé le 31 mars. Et là, on a déjà des feuilles, là, puis on l'expose sous nos lampes spéciales. Donc, on voit que ça a réussi, ça a fonctionné. Alors, pour le reste de la présentation, on allait parler du éclaircir. Qu'est-ce que c'est éclaircir? Et vous allez le voir dans la vidéo. Vous pouvez toujours aller dans le Trello, puis aller cliquer. On va faire sortir les vidéos et le contenu du cours avant la fin de la journée. Puis, vous allez pouvoir aller voir la technique pour repiquer. Et ensuite, je vais mettre ma présentation à moi, là, les images qui étaient projetées. On va les mettre sur le Trello. Puis, à la fin de la présentation, il y a des trucs de comment regarder là, quand on voit qu'il y a des semis qui ont de la misère, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, je vous inviterai d'aller dans le Trello pour le reste du contenu. En ce moment, je vous invite à rouvrir vos caméras. On va fermer l'enregistrement, on va mettre ça sur pause. Je vais vous parler de rapidement au jardin, qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine. Puis ensuite, on ira poser des questions et échanger sur le contenu d'aujourd'hui.